Moi, c'est Claude Carel Kossi, mais voilà, tout le monde m'appelle Carafat. Je me nomme Yann Maurice Assier, responsable du groupe fan club L'Armée chinoise de Didier Arafat. Albéric Digueux. Admin dans l'université de Didier Arafat, groupe sur Facebook. Noël D. Kofi. Le tien de Didier Arafat, c'est énormément de choses depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment beaucoup de souvenirs. Waouh, beaucoup de choses. D'abord sa bravoure, sa hargne de vaincre. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup appris, ne jamais abandonner. Ce que je retiens, c'est la joie qu'il nous a apportée. En tout cas, à chaque fois qu'il fait sortir les nouveaux sons, en tant que fanatique, nous, ça nous fait plaisir. Quand il fait les événements, les concerts, on est présent dans ces concerts, ça nous fait plaisir. De Didier Arafat, je retiens que du bien. Pour quelqu'un qui a pu travailler avec lui, je retiens que vraiment, au-delà de tout ce qu'il montre, au-delà de tout ce qu'il peut avoir, les clashs et tout, c'est vraiment quelqu'un de vraiment gentil. C'est une personne bien. Et moi, je pense que voilà, c'est juste quelqu'un qui n'a pas pu être compris par tout le monde en fait. Je retiens de Didier Arafat la combativité, la persévérance, l'abnégation. Quand c'est quelqu'un qui m'inspirait, ne jamais abandonner dans la vie, être toujours meilleur dans ce qu'on faisait et puis être fort. Quoi. Avec Didier Arafat, tous les moments étaient spéciaux. C'était parfois de l'amusement, parfois du travail. Moi, j'aimais vraiment beaucoup le fatiguer. Quand je le vois, je dis bébé, et puis on se met à rire. Parce que bon, je disais qu'il était mon mari et il a accepté ça. Et il a accepté ça, mais vraiment c'était quelqu'un de vraiment gentil. Voilà, je ne peux pas citer un moment en particulier parce que ce serait banaliser les autres moments, alors que vraiment tous les moments que j'ai eu à passer en compagnie de Didier Arafat étaient magnifiques. Je me rappelle de tous les moments parce que c'était vraiment symbolique. Dans la période où il faisait beaucoup de clashs et autres, il avait fait des histoires avec l'homme Saga. Je me rappelle qu'en ce moment-là, j'ai joint le président du fan club, lui dit essayons de nous organiser, allons chez Didier, on va essayer de lui dire d'arrêter un peu les clashs parce que nous, les fans, ça nous fatigue, tout ça. Et il a accepté, donc on a pris rendez-vous, on est allé là-bas, mais franchement, quand je suis arrivé, vu l'ambiance qui régnait dans la maison, la manière dont il nous a arrivé, dès que moi j'ai oublié même ce qu'il partait lui dire. Il nous a tellement ambiancé, il nous a mis à l'aise, il nous a fait écouter les sons de l'album qui n'étaient pas encore sortis, tout ça. Il nous a mis tellement à l'aise que j'ai oublié. Franchement, j'ai oublié même de lui parler de cette affaire de l'homme saga, tout ça. Il a dit non, vous savez, dans le showbiz, il y a beaucoup de choses, pas tout vous dit. Donc venez-moi comme ça, puis soutenez-moi, voilà, et partagez les sons, achetez l'album, tout ça qui va sortir. Vraiment, c'était un moment particulier. Déjà, il y a eu le retour lorsqu'il est revenu du Bataclan. On a eu à aller l'accueillir. Et ensuite, après l'accueil, moi, on s'est rendu chez Jayz où il était en train de manger. Après, il y a Habib Marwan qui nous a pris, nous a fait rentrer dans la salle et nous a présenté. Et quand il nous a présenté, il a présenté les autres et est arrivé sur moi. Quand il a dit celle-là, il y a TV3, son grand frère, qui a crié Carafat. Donc, Didier a tiqué. Et il s'est levé, il m'a tendu la main, il a marché sur la table et il m'a tiré, il m'a dit viens dehors, on parle. Arrivé là-bas, on a ri, je lui ai dit en fait moi je suis ta femme. Il dit ah bon? Je dis ouais, moi je suis ta femme en fait. Il dit ah d'accord. Et après il m'a dit un truc, je sais pas si je peux dire ça à l'antenne, mais il a dit si tu es ma femme, moi t'es baiser. Et j'ai dit mais c'est toi qui attend, hein, sinon c'est ce qui est juste. Et puis il a commencé à rire, il dit mais elle est folle celle-là, que c'est vraiment ma femme. Il y a un truc qui m'a marqué et ça remonte peut-être en 2005 par là. J'étais peut-être en classe de 5e, voilà. Et j'avais une grande sœur à moi qui sortait avec TV3 Stéphane, qui a eu un enfant. Didier devait passer dans le maquis Yopougon, dans le temps on appelait Ligue des Pros. C'était vers le nouveau marché Pablo 2, avec comme responsable de ce maquis-là, Ahmed Chala. Didier devait passer, et nous on habitait juste à côté. Et Didier est venu sur sa moto, il a vu ma grande sœur. Il a salué, c'était cool, tranquille. Et il a regardé, il a dit, ben, écoute, c'est ton petit là, il dit oui. Il dit, mais il a vachement grandi, il a grandi. Donc attendez-moi là un instant, je ne dis pas, je reviens. Il dit, ok. Et Didier, quand il est parti, il a fait sa prestation, il devait prester et puis partir quelque part d'autre. Il a fait sa prestation, il est venu. Ma grande sœur lui a demandé, mais Didier, tu fais quoi maintenant? Maintenant, tu as fini, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, bon, écoute, tu veux quoi? Et puis ils ont commencé à échanger, à se baptiser. Il a tendu un billet. Ma gosse voulait prendre le billet. Il a dit non, c'est pas pour toi, c'est pour les champions. Puis il m'a donné parce que je jouais au football en ce temps. Il m'a dit faut pas lâcher, continue de jouer. Bats-toi un jour pourquoi pas tu auras porter ton maillot demain. Et puis c'est quelque chose qui est resté quoi. Je crois à ce moment-là, c'était lors de la dédicace
à la FNAC Cap Sud. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. C'était un peu difficile parce que voilà, toute personne, tout bon fan d'Arafat veut le rencontrer. Mais ce jour-là, le voir, c'était quelque chose de spécial. C'était vraiment un bon moment, un moment très fort pour moi. Et voilà, ce jour-là, je me rappelle que non, il m'a demandé mon nom, qu'il devait mettre sur le CD. J'ai carrément oublié mon nom. C'était vraiment quelque chose de spécial. En 2012, c'est moi-même, je me suis levé, puis je suis allé me renseigner en Hongrie, 8e tranche. Parce qu'il participe à tous ses concerts, n'importe quel concert était présent. Et puis une fois qu'il vient à son concert, il fait tout mon possible que son manager, tout son staff complet me voie. Et puis pour me faire remarquer, n'importe quelle coiffure que DJ Arafat faisait, je répétais, je faisais pareil. Donc quand il met dans son concert, la coiffure qu'il a en ce moment à présent, c'est la même coiffure qu'il a en ce moment, c'est ça que je refais puis il met à son concert. Donc quand les gens me voient, le staff me voient, de temps en temps, n'importe quel concert, il refait même chose. Quand ils me voient, ça leur fait plaisir. C'est dans ça qu'ils m'ont reconnu en tant qu'un grand fan. Maintenant, un jour, je suis allé en Hongrie. C'est un ami qui m'a dit qu'il habite à Hongrie. Donc je suis allé en Hongrie. Quand je suis allé en Hongrie, je me suis renseigné. Ils m'ont dit qu'il a 8e tranche. Arrivé à 8e tranche, avec sa coiffure que j'avais fait, tout et tout. C'est les gens même qui m'ont demandé si je vais aller chez DJ Arafat. J'ai dit oui, puis ils m'ont conduit chez lui. Puis je suis allé chez lui. En ce moment, il était en Guinée, ses amis étaient là. Ils m'ont dit qu'il est en Guinée en ce moment, qu'il va revenir. Que s'il revient, ils vont me faire signe. Puis j'ai laissé mon numéro à Wanché et autres. Donc, à son retour de Guinée, il s'est reparti là-bas. Puis moi et lui, on s'est vus, puis on a échangé. En tout cas, il est cool. Quand tu vas chez lui, il te reçoit bien. En tout cas, il parle bien avec toi, il échange bien avec toi. D'abord, j'étais sortie avec des amis et j'ai appris qu'il a fait un accident. Tout de suite, ma soirée était gâchée. Mais bon, au fur et à mesure qu'on prenait des nouvelles, on nous disait que ouais, ça va, il s'est réveillé. Donc je suis allée me coucher. C'est quand je me suis réveillée, j'ai reçu un message disant Didier est parti. C'était vraiment dur. Très difficile même d'ailleurs, parce que voilà, on a partagé beaucoup de moments avec lui. Ah ouais. Honnêtement, je ne croyais pas. J'étais avec des amis, c'était le jour d'Atabaski d'abord, quand l'accident s'est produit, pardon. Et on m'a appelé, on m'a dit, tiens, il y a ton gars qui est tombé, mon gars. Donc automatiquement, j'ai pensé à un membre de ma famille ou un ami, tout et tout. Et quelques temps plus tard, on m'appelle, on me dit, oui, qu'Arafat vient de tomber à la 7e tranche. Bon, il n'y avait pas de connexion Internet. Donc c'était un peu bizarre, c'est-à-dire les gens ils aiment souvent. Bon. Et j'ai pris ma route, je suis allé à la maison, j'ai dit à mes amis, sans dire à mes amis qu'il y avait un drame, j'ai dit, bon, moi je suis rentré à la maison, il fait 1h du matin, il y a mon gars qui m'a appelé, qui m'a dit, ah, le truc est sérieux, voilà. Honnêtement dit, Arafat avait, comment t'appelles ça? On le voit en super-héros. Quelqu'un qui a traversé tellement de choses. Donc dans notre tête, c'était difficile de dire que Arafat pouvait succomber. C'était comme le gars qui ne pouvait jamais tomber. À un moment donné, on a oublié qu'il était immortel. Il était mortel, pardon. On a vu Arafat comme un immortel. Il va tomber en moto, oui, ça va mourir, ça c'est pas Arafat. On n'a jamais un instant pensé que c'était la réalité, tu vois là. Mais même quand on parlait de résurrection, on croyait. Parce qu'il avait quelque chose en lui qu'il a laissé dans la tête de tout le monde. C'était le gars qui ne pouvait jamais tomber. Et qui n'acceptait jamais de tomber. Donc c'était impensable même tout de suite. Oh mais Arafat a fait tellement de motos, ça me faisait rigoler parce que j'ai dit mais Arafat a fait plus de 10 accidents, qui sont en moto, qui sont en voiture, il est tout sorti vainqueur. Même moi on pensait qu'il allait rester, non, c'est pas dans. Il n'y avait même pas encore vu la vidéo, non, c'est pas dans ça là, Arafat va rester, non. Les gars ils sont tenus cacher quelque chose, mais Arafat non. Arafat que nous on connaît, il ne va pas rester dans ça. Et plus les jours passent, tu vois sur son. Nous le réflexe que moi j'avais le matin, regardez son snap. Regardez son Insta. Il voit qu'il n'y a pas de poste. Il n'y a rien. Son snap est vide. Je dis, oh, c'est difficile. Il me renseigne encore au gars des plus proches. On dit, ce gars, le gars est parti. Il dit, non. On a refusé de croire jusqu'à présent. Quand certains viennent nous parler de l'élection, ça suscite encore l'engouement. Les gens veulent aller jusqu'au bout. Et c'est difficile pour les gens de croire, je le comprends. Moi, j'étais dans le même cas. On perd la logique, on perd la raison. On est fixé sur quelque chose. Chez nous, Arafat, il ne peut pas tomber. Donc, en gros, Arafat est parti 7. Mais moi, de mon cœur encore, Arafat n'est pas tombé, quoi. C'est ce que je retiens, il n'est pas tombé. Il ne tombe jamais. Voilà. Bon, dans la nuit du dimanche, j'ai un ami qui est le président de notre groupe, le fan club, Jean-Joël. Le groupe Yorgan Fan Club. Voilà, ça c'est un groupe. Ça c'est notre groupe Yorgan Fan Club.
Maintenant, le président du groupe, c'est mon frère Jean-Joël. C'est Jean-Joël maintenant qui m'a dit que DJ Rafat a fait un accident. On est resté connectés jusqu'à dans la nuit. Ils ont dit ça va pas, il est dans le coma, il n'a même pas pu dormir. Maintenant, en pleine journée, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, il m'a dit DJ Rafat est parti. En ce moment, j'étais dans un restaurant. J'étais en train de manger et puis il m'a appelé plus tôt. Quand il m'a appelé, mon téléphone, l'argent même qu'il avait prévu donner à la dame, tout. J'ai tout laissé sur la table, la nourriture, mais il n'a même pas pu terminer. J'étais traumatisé. J'ai fait le va-et-vient, je ne sais même pas où je vais aller. Jusqu'à j'ai laissé mon téléphone même sur la table, je ne sais même pas comment faire. Je me suis mis à pleurer, j'étais dans la maison, je me suis enfermé. Je me suis mis à pleurer jusqu'à après maintenant. C'est allé, je me suis fait coiffer, tellement j'étais découragé.